Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre pour la suite de notre live consacré à la situation en Iran. Une soirée que nous avons intitulée « Iran, la révolte des oubliés, le réveil de la société ». Alors fin décembre, à la surprise générale, puisque personne n'avait vu venir ce mouvement, des manifestations ont éclaté dans tout le pays. C'est l'annonce d'un budget qui prévoyait l'augmentation massive de produits de base comme les œufs, l'essence, aussi le pain qui a mis le feu aux poudres. Donc la révolte des œufs, comme ce mouvement a été rebaptisé, a été portée par les laissés-pour-compte du régime, des classes populaires qui ont d'abord défilé sans doute pour protester contre la vie chère. Dans les cortèges, on a vu des jeunes touchés par le chômage, mais aussi des retraités, des familles, venus rappeler aussi au président Rouhani ses promesses en matière de redressement de l'économie du pays. Hassan Rouhani, qui a été réélu en mai dernier, avait effectivement porté un programme de redressement économique. Il avait promis notamment que la levée des sanctions contre l'Iran allait changer le quotidien des Iraniens, ce qui n'a pas forcément été le cas. Alors s'il a réussi peut-être à endiguer l'inflation, s'il a réussi à faire en sorte que la croissance reparte, on voit aujourd'hui un pays, en tout cas une frange du pays exsangue, qui souffre du chômage et qui supporte sans doute de moins en moins les inégalités qui sont de plus en plus criantes dans le pays. Donc dans les cortèges, on a entendu évidemment des slogans portant sur ces questions de vie chère, mais très rapidement aussi des slogans qui ont directement visé le régime des mollahs et qui ont remis en cause le régime islamique en lui-même. Donc après une vague de répression, on pourra en reparler, qui a fait sans doute une trentaine de victimes et puis environ 4000 arrestations. Le mouvement s'est aujourd'hui essoufflé. Ce qu'on a voulu se demander, c'est si ce mouvement n'était pas, après le mouvement de 2009, qui a été vraiment réprimé dans le sang, un premier réveil de la société iranienne. Donc on va en parler avec vous ce soir. Nous avons ce soir 3 invités. Donc Azad Ekian, vous êtes sociologue, vous êtes professeur à l'INALCO et auteur de... À Paris Diderot. À Paris Diderot, pardon. Et vous êtes auteur de plusieurs ouvrages sur la société iranienne, notamment l'Iran, un mouvement sans révolution, chez Michelon. Javad Javaheri, vous êtes romancier, vous venez de publier chez Gallimard Mapardelle. Et enfin, Kianouch Ramezani, vous êtes dessinateur de presse et activiste, et vous nous parlerez de l'association que vous présidez. Donc à mes côtés, Jean-Pierre Perrin, qui est spécialiste de l'Iran. Bonsoir. Donc tu es spécialiste de l'Iran où tu as longtemps travaillé. Tu es l'auteur de Iran, la prière des poètes, que tu viens de publier. Et tu as récemment raconté dans Mediapart le mouvement qui a agité le pays. Alors, je vais peut-être te laisser poser la première question sur les... Voilà, la première question, elle est simple, c'est que ce mouvement a surpris beaucoup de gens, pas tout le monde, mais évidemment, parce que vous, Azadeh, vous n'avez pas été totalement surprise par ce mouvement, vous l'aviez même un peu anticipé. Vous voyez dans la société iranienne un bouillonnement, non pas qui émerge à certaines occasions, mais qui est un peu récurrent. Simplement, on ne le voit pas forcément parce qu'il se produit souvent dans les petites villes. Et puis, il a de multiples raisons. Donc, quelles sont les raisons de ce brutal surgissement, finalement, d'un certain refoulé iranien quelle est votre analyse de la naissance de ce mouvement? Écoutez, je pense que c'est surtout ce sentiment profond d'injustice ou d'injustice profonde, lié aussi à la condition de vie des personnes qu'on a vues dans la rue, issues des classes populaires, c'est-à-dire le chômage, la précarité, la pauvreté, mais en même temps et à côté, la corruption très importante du pouvoir est liée au cercle de pouvoir. Les affaires de corruption qui sont dévoilées presque tous les jours, hein, et les gens voyaient la différence entre donc toutes ces sommes qui sont en fait issues de la richesse nationale, des revenus pétroliers qui sont empochés par une
partie infime, par une infime minorité de la société iranienne proche de pouvoir, notamment des institutions religieuses, des institutions proches du guide, des gardiens de la révolution avec leur fondation et tout un tas d'autres fondations, et donc forcément des gens qui sont liés à ces cercles-là. On va en parler des fondations, mais c'est la première fois, je crois, que le budget de ces fondations était affiché, était rendu public. Absolument. Est-ce qui peut expliquer une partie du mécontentement? Écoutez, c'était une transparence voulue de la part du président Rouhani, mais en même temps, ce qu'on voit dans ce budget, effectivement, c'est que le budget de ces institutions et de ces fondations religieuses et autres a beaucoup augmenté, alors que si vous regardez le budget de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la santé, de l'environnement, parce que l'Iran souffre aussi de beaucoup de problèmes d'environnement, et j'en passe et d'autres, a énormément baissé du fait aussi de la baisse des revenus pétroliers. Et donc, de ce fait, beaucoup d'Iraniens se sont posé la question, bien évidemment, et en même temps, je pense que les gens viennent dans la rue et risquent leur vie, non pas seulement parce qu'ils sont au chômage, mais parce qu'ils ont ce sentiment d'injustice sociale. Et c'est ça que j'ai cru avoir vu comme déclencheur de ce qu'on a pu voir à partir de finalement fin décembre. À cela, bien évidemment, s'est ajouté, comme vous l'avez dit, à cette déception en ce qui concerne les promesses du président Rouhani, qui s'est fait réélire pour redresser l'économie du pays, mais ne l'oublions pas, pour aussi opérer l'ouverture politique du pays. Or, on constate que les libertés individuelles et collectives sont toujours pas respectées par le pouvoir et qu'en même temps, même les classes moyennes, pas seulement les classes populaires, mais même les classes moyennes ont perdu une partie de leur pouvoir d'achat. Bien évidemment, les questions économiques du pays, ne l'oublions pas, sont aussi liées à l'embargo américain qui continue, les sanctions américaines qui continuent, qui pèsent lourdement sur les transactions bancaires, sur les investissements européens en Iran, puisque ce sont ces investissements qui étaient censés aussi créer de l'emploi, apporter de la technologie et essayer aussi de répondre à un certain nombre de problèmes économiques et sociaux du pays. Donc l'Iran, si vous voulez, alors ce que les gens ont ressenti, c'est que les promesses sont non tenues. En même temps, des pans entiers de budget du pays est aussi dépensé dans les pays comme la Syrie pour soutenir un régime dictatorial de Bachar el-Assad. On va en parler. Et ailleurs, alors que les Iraniens eux-mêmes subissent les conséquences d'une situation économique très difficile et que l'ascenseur social ne fonctionne pas, etc. Donc c'était, je pense, un ensemble, effectivement, de facteurs qui ont finalement déclenché ces manifestations qui, au départ, étaient pacifiques, comme vous l'avez bien dit, et par la suite, en fait, c'est le pouvoir qui, à travers sa répression, a imposé, si vous voulez, la violence à ces manifestations au début pacifiques. Alors, je voulais revenir peut-être avec vous, j'avais déjà vérifié, sur le public qui s'est exprimé. On a eu l'impression aussi que c'était un Iran jusque-là peut-être invisible. C'était peut-être pas du tout le même public enfin le public si on peut s'exprimer ainsi. En tout cas, pas la même population qui avait défilé en 2009. Est-ce que c'est l'Iran des invisibles qui s'est aujourd'hui manifesté? Parce qu'on a vu que ça avait éclaté d'abord à la surprise générale, mais aussi dans des petites villes. Enfin, il y avait un effet comme ça de surprise. Comment vous analysez ça? Le texture est très différent cette fois-ci. C'est vrai que par rapport à 2009, on voit d'autres personnes dans la rue, même si finalement ils se rejoignent quelque part. On voit qu'il y avait un amalgame, mais il y avait ceux qui ont été absents dans 2009 qui étaient présents cette fois-ci. Donc ça veut dire les couches plus populaires, plus dans les quartiers populaires qui étaient dans la rue. Téhéran ne s'est pas soulevé comme en 2009. En 2009,
on dénigrait de temps en temps en disant après chaque manif, c'est l'embouteillage vers le nord de Téhéran, dans les rues qui montent vers les quartiers, on va dire, un peu plus huppés de nord, il y a l'embouteillage. Cette fois-ci, l'embouteillage était vers le sud. Donc il y avait plus de gens, de peuples, on va dire, d'une texture différente qui étaient là. Le sud est plus populaire. Le sud est un peu plus populaire. Après, moi, je ne pense pas qu'il faudra chercher tout simplement dans les raisons économiques et sociales ces soulèvements, parce que ces raisons-là, ils y étaient depuis des années. Pourquoi maintenant? Donc, c'est ça la question qu'il faut se poser, et je pense que c'est la question la plus intéressante. Moi, je pense qu'il y a un ras-le-bol généralisé en Iran. Et ça s'est exprimé à plusieurs reprises. Depuis 20 ans, les Iraniens votent, participent dans cette espèce de mascarade électorale en Iran, en essayant de voter à l'extrême opposé à ce que Khamenei dit voter. Depuis 20 ans. Depuis 20 ans, il a été à chaque fois désavoué, dans toutes les élections. Il suffit qu'un chien se présente et Khamenei dit « je n'aime pas » pour que les gens votent pour celui-là. Tout simplement, c'est ça que ça se passe. Ahmadinejad, c'était quand même un peu le candidat du guide à un moment donné. Non, mais il a été forcé. Donc on sait très bien que la première fois, donc il a été opposé à une personne qui était conspué par la société iranienne comme un symbole de richesse et de pouvoir, etc., qui était donc Rafsanjani. Donc il s'est posé en alternance, donc il s'est proposé un peu comme anti-système. Donc ce n'était pas du tout désigné par Khamenei comme étant le candidat favori. Donc il est passé à la surprise générale. Mais la deuxième fois, on sait très bien qu'il a été forcé à la société iranienne, parce que cette fois-ci, Khamenei voulait qu'il passe. Donc c'est un peu différent. Mais encore une fois, moi, je ne pense pas qu'il faudra chercher ce soulèvement tout simplement dans la pauvreté ou les gens, la famine, etc., parce que ça n'existait pas en Iran. Il n'y a pas de famine, les gens n'ont pas faim. Ils ont des difficultés économiques, mais c'est loin d'être... D'ailleurs, dans les pays où il y a des faim et de la famine, les gens ne se soulèvent pas. Donc le soulèvement iranien, il est sur une demande. C'est-à-dire les gens sont déçus parce que le gouvernement islamique a trop dépensé avec ses monnaies de la religion, de croyances, etc. Donc il est complètement aujourd'hui discrédité par rapport à ses slogans premiers. Et il est en train de payer maintenant cette retour de manivelle quand les gens... Parce que quand on regarde quand on écoute les slogans, il faut écouter les slogans des gens. Oui, justement, qu'est-ce qu'ils nous disent des slogans? Alors, les gens, ils ont chanté tout ce qui rime et qui est contre le régime. Tout. Y compris, à un moment donné, moi je pense que les slogans en faveur de monarchie, c'était tout simplement une provocation. C'était vraiment une provocation pour pouvoir vraiment dire, puisque c'est comme ça, et ben voilà, prends-le dans la gueule si ça te fait plaisir. C'est exactement ça. Donc tout ce qui rime et tout ce qui est... parce que les slogans pour la vie chère, etc., on ne les a pas entendus. C'était au début. Une question quand même. Pourquoi les classes supérieures? Pourquoi les classes moyennes? Pourquoi la petite bourgeoisie? Pourquoi aussi une grande partie des étudiants n'ont pas rejoint le mouvement? Si ce mouvement était quand même un appel à de plus grande liberté, une aspiration à davantage de liberté et moins de corruption, pourquoi toutes ces classes qui sont concernées au premier chef par des problèmes, justement, d'avoir la liberté d'expression notamment, pourquoi n'ont-ils pas rejoint ce qu'on appelle les réformateurs en Iran, le mouvement réformateur. Non, je parle des classes moyennes. Oui, c'est les classes moyennes, on parle bien de ceux qui sont éduqués, on va dire, qui bénéficient d'un niveau d'éducation et qui ont fréquenté un certain nombre d'institutions ou éducations. Ils ont boudé un peu ce mouvement, parce que pour eux, le déclenchement était un déclenchement douteux. Et ça, c'est parti de Mashhad, une ville inattendue, par des gens qui ont été, on va dire, à l'origine, qui étaient des gens un peu douteux aussi, et qui étaient dirigés contre le gouvernement entre guillemets, réformateur. Donc c'est pour ça que ça a été un petit peu boudé dès le début, et ils n'ont pas fait trop confiance dans ce mouvement. Ça se voyait bien parmi mes amis. C'était un débat toujours. Je disais, mais il faut soutenir. C'est vraiment bien que les gens sortent.
Et donc, moi, je pense que c'est ça. Après, moi, je n'ai pas une analyse très, très profonde de la situation. Mais encore une fois, ce sera pas mal qu'on écoute un petit peu les slogans dans la rue. On voit que ces slogans n'étaient pas ni pour la faim, ni pour une vie meilleure, etc. C'était le ras-le-bol. C'est ça. Moi, c'est ce que j'entends. On a l'impression que ça a commencé quand même par sur exemple, les questions de vie chère l'un des et que ça s'est slogans terminé sur les qui montrait régimes, très bien ce que j'expliquais tout à l'heure, c'était « Souria ro raha kon, fikri be hal ma kon ». Laisse tomber la Syrie, lâche la Syrie, fais quelque chose pour nous. C'est-à-dire, toute cette richesse nationale que vous êtes en train de dépenser en Syrie, il faut les dépenser pour nous. C'est-à-dire, comment dépenser? C'est-à-dire dans les programmes de développement, dans la production pour essayer de trouver des solutions pour le chômage, etc. Donc, les gens essayaient de lier la politique étrangère, en tout cas régionale, de la République islamique à la politique intérieure. Et pour moi, c'est très important parce que ces deux politiques c'est très lié, c'est entrelacé. Et ces gens, à travers leurs slogans, ou quand ils disaient ni Gaza ni Liban, je donne ma vie pour l'Iran, c'est effectivement aussi pour dire on va reconquérir le pays et on va faire en sorte à ce que tout ce qui est dépensé à l'extérieur le soit pour la prospérité des Iraniens. Donc, d'une part, ce que j'ai pu voir, c'était ces sentiments quand même nationalistes des Iraniens qui s'exprimaient d'une part, et d'autre part, à mon sens, c'est en fait le coût économique très important des interventions iraniennes dans ces pays de la région qui pose problème à ces groupes sociaux. Parce qu'il faut rappeler quand même que l'Iran est présent au Yémen, partout, au Liban, en Syrie, en Irak, et que ça coûte énormément d'argent et que les Iraniens le supportent. Et que le gouvernement de Bachar el-Assad a été porté au moins financièrement par l'Iran. La Russie est arrivée après. Ce sont les Iraniens qui ont payé aussi les fonctionnaires du régime syrien, son armée, etc. En plus de ça, bien évidemment, les aides militaires de toutes sortes. Donc là, les Iraniens le voient et disent ce qu'on peut dépenser pour nous et pour notre prospérité, pour créer de l'emploi, pourquoi vous le dépensez ailleurs? Donc c'était une mise en question, je dirais, vraiment globale des politiques du régime islamique d'Iran, à la fois politique interne, politique étrangère. J'avais une question quand même, donc Kianouch Ramezani. Est-ce que vous faites un peu le même constat alors à la fois sur une nouvelle société qui s'est peut-être exprimée, et puis ça a été un peu suggéré. Est-ce que c'était un mouvement si spontané que ça? On a bien vu dans le fait que peut-être certaines des classes moyennes supérieures avaient été sans doute un petit peu dubitatives sur l'origine de ce mouvement. Il y avait cette question de fond. Est-ce que c'est spontané? Est-ce que c'est finalement des clans qui s'agitent en coulisses pour savonner la planche à Rouhani? Vous auriez été en Iran à ce moment-là. Est-ce que vous seriez descendu dans la rue? Écoutez, moi j'ai mes propres observations et j'ai aussi mes propres liens directs avec l'Iran parce que la vérité, c'est que ça fait 8 ans que je suis dehors d'Iran. Et je ne suis pas en contact direct avec la société iranienne. C'est très important d'être là et de sentir ça. C'est pour ça que j'ai gardé mes liens que je peux faire confiance. Comme Atena Farghadani, qui, à mon avis, c'est une héroïne de la liberté. Elle est la femme la plus courageuse que j'ai rencontrée dans ma vie, franchement. Vous pouvez rappeler qui c'est? Atena Farghadani, c'est une artiste. Militante pour le droit des enfants, d'abord, mais il était en prison, mais il ne s'arrête jamais, il poste toujours sans censure et il critique énormément Claire, le régime. Elle a vécu des choses en prison. Elle dit très franchement pourquoi elle déteste les réformateurs, les gens qui défendent Rouhani, et elle dit pourquoi, et moi je défends son idée, son idéologie. Parce que moi aussi, par rapport à ma vie privée, j'ai perdu mon père en prison. Et pour moi, le régime, c'est en fait... j'ai une autre regard. Mais quand même, je ne me permets pas de juger le régime à mon propre regard personnel. J'ai essayé d'observer et je continue d'observer. Et j'ai aussi... poser les questions à notre ami qui est journaliste indépendant. Il était aussi en prison. Dès que je suis sorti, il est allé en prison. Il s'appelle Mazdak. Alors,
On m'a raconté, on m'a vraiment bien expliqué c'est quoi le code de ce mouvement actuel. C'est pas du tout spontané. En fait, c'est une rage qui existe dans la majorité des peuples. Il y a des gens qui peuvent s'exprimer, il y a des gens qui restent silencieux et pour n'importe quel prétexte, après, ils parlent ou bien ils montrent leur rage, leur mécontentement. Et il y a eu des surprises, bien sûr, mais surprises, c'était juste par une seule partie qui était les gens des réformateurs, les gens qui avaient... ils étaient très attachés à Rouhani, ils sont toujours attachés à Rouhani, et dans un terme général, le régime. Parce que Rouhani aussi, ça fait partie du régime. On ne peut pas être président de la République islamique d'Iran sans croire que de constructure de régime. Et ça, et ils ont gardé leur silence parce qu'ils ne pouvaient pas analyser ce mouvement. Parce que ce n'était pas comme 2009, la raison a été différente. À mon avis, c'était pur. Mais aussi, il y avait une autre catégorie des gens ils ont resté silencieux. Les artistes, des élites, les majorités des élites des artistes en Iran, ils ont resté vraiment silencieux, qui a vraiment monté beaucoup de questions. Et c'est ce qui, pour moi, c'était très intéressant, c'est que les gens, c'est-à-dire réseaux sociaux, publics, ils ont poussé quelques artistes et finalement, ils devaient parler sur ce mouvement. Comme en retard, par exemple, Asghar Farhadi récemment, et avant Jafar Panahi. Mais bon, moi, personnellement, par exemple, j'ai dessiné Rouhani en 2013, quand il était élu comme président, mais je ne sais pas, on peut voir le dessin, mais moi, je n'étais pas du tout optimiste sur son parcours. Oui, moi, je n'étais pas surprise. Quand même, une partie des revendications des manifestants, ou des émeutiers, si vous voulez, a été satisfaite, ce qui est quand même assez sans précédent. D'habitude, en 2009, il y a eu la répression, les emprisonnements, vraiment une répression très très violente, peut-être pas encore plus qu'aujourd'hui, et le régime n'a rien cédé. Là, on voit que le régime a cédé. Il a annulé les augmentations de l'essence, du gaz, de l'électricité. Donc, on voit quand même qu'il a reculé face à la rue. Et c'est quand même un signe de quelque chose. On verra, mais par rapport au niveau de, par exemple, les prisonniers politiques, les journalistes qui sont en prison, ils n'ont aucune tolérance. Et ça, si un jour on voit que, par exemple, ils libèrent des prisonniers politiques ou bien les prisonniers d'opinion, après on peut dire que oui, ça va commencer. Mais jusqu'à présent, malheureusement, on ne voit pas ce changement, cette tolérance. Et Azadeh, justement, je voulais vous poser la question en termes de... On a bien vu les revendications économiques, en termes de liberté publique, selon vous, quel est le bilan des réformateurs? Quel est le bilan de Rouhani? Est-ce que c'est pas... Les promesses de campagne, par exemple. Voilà, il avait promis que qu'une large partie des prisonniers politiques seraient libérés. Il l'a fait dans sa campagne de l'année dernière, il a fait dans sa campagne d'il y a 5 ans. Oui, voilà, il y avait beaucoup de promesses, justement. Pour le moment, on attend voir. Il a aussi fait beaucoup de promesses électorales aux femmes, pour la deuxième fois d'ailleurs. Il ne faut pas oublier que les femmes et les jeunes, parce que l'Iran est un pays jeune, ont beaucoup participé à la fois à la première élection et à sa réélection en 2017. Et à chaque fois, il leur a fait des promesses aux femmes, un ministère des droits des femmes. On attend voir toujours. Aucune femme ministre n'a été nommée par le président Rouhani. Ensuite, au niveau des libertés individuelles et collectives, on voit que les forces de l'ordre continuent à réprimer. On voit que la censure persiste. Et on voit même que parfois, ça a durci. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai l'impression, je ne vis pas en Iran, mais de ce que j'entends des Iraniens, c'est qu'ils ont l'impression de ne plus rien faire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de prospérité économique. Moi, je connais, par exemple, même des entrepreneurs qui ont fait faillite ces temps-ci. Et en même temps, il n'y a pas de liberté, et notamment dans des grandes villes. Et il ne faut pas oublier que ces émeutes actuelles
ont eu lieu surtout dans des petites villes de province, là où, de toute façon, il n'y avait pas de possibilité. Il n'y a pas de, par exemple, qu'est-ce que font les gens? Moi, j'avais fait beaucoup d'enquêtes de terrain dans des petites et moyennes villes. Il n'y a pas de moyens de divertissement. Et donc, en même temps, la situation économique est très difficile. Et ils se comparent. Et aujourd'hui, grâce à l'existence des réseaux sociaux, ils sont, si vous voulez, au courant. C'est très différent de l'époque de la Révolution de 79, où on n'avait pratiquement pas grand-chose pour nous informer. Et aujourd'hui, c'est en temps réel. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que les disparités sociales, ça se voit facilement. Et je pense que les très riches, les jeunes issus des familles très, très, très riches, par exemple de Téhéran, qui s'affichaient dans leur voiture, même moi je suis absolument scandalisée, dans leur voiture de Ferrari, de Maserati et j'en passais d'autres. Porsche par exemple fait son plus grand chiffre d'affaires mondial en Iran. En Iran, avec des marques partout, etc. J'ai même vu récemment la photo d'une, je ne sais pas si c'était une Maserati, je ne connais pas bien les voitures, mais en tout cas, de je ne sais pas combien de milliards d'ottomans, alors même qu'à côté, les gens sont pauvres. Les phénomènes de sans domicile fixe, on n'en avait pas tant en Iran. Maintenant, c'est devenu la monnaie courante. Vous dites, il n'y a pas des gens qui ont faim. Moi, j'en ai vu des gens qui, à cause de sécheresse, des paysans qui n'ont plus rien à manger. Et s'ils mangent du pain, et on me disait, je mange du pain. Je disais, avec quoi? Ils me disaient, la farine seulement, avec rien, et la farine parce qu'on nous donne de la farine. On n'a même pas les moyens d'acheter de la farine. Donc les problèmes écologiques qui sont venus ces dernières années s'ajouter aux problèmes socio-économiques et pour lesquels le gouvernement ne fait rien. Je veux dire, c'est quand même, il y a tout ça, quand je dis vraiment, j'ai l'impression que c'est un ensemble de facteurs. Les Iraniens pensent qu'ils sont en train de tout perdre. Vous voyez, c'est une perte de dignité, une perte de richesse, une perte de leur pays, une perte de l'eau, une perte de tout. Au profit de qui, au final? Et c'est ça qui fait que même les classes moyennes instruites, les bases de mouvements verts qui ne sont pas descendues aujourd'hui dans la rue, sont très mécontents. Mais ils se retiennent pourquoi? Pour ne pas déstabiliser davantage le pays. Quand même, il faut voir où se situe l'Iran. Et donc, ne veulent pas que, par exemple, qu'il y ait une guerre civile en Iran, etc. Il y a aussi ces, si vous voulez, ces questions qui font que les gens sont mécontents, mais ils ne vont pas nécessairement descendre dans la rue. Et je me permets de revenir sur la question des femmes, parce que vous avez en plus beaucoup écrit sur la question. On a eu l'impression que les femmes étaient peut-être moins présentes dans les derniers cortèges, enfin dans le mouvement actuel, contrairement à ce qui s'était passé en 2009, où on avait eu comme ça des figures aussi féminines vraiment mises en avant. Comment vous expliquez ça, puisque par ailleurs vous dites bien qu'il y a une déception par rapport aux promesses qui leur ont été faites? Pourquoi elles ont été peut-être moins visibles? Comme on l'a dit, les femmes qu'on voit qui sont au devant de la scène politique contestataire, les défenseurs des droits des femmes, des étudiants surtout, c'était des Téhéranaises. Ce sont des femmes, des millions d'étudiants, etc., surtout de Téhéran et un certain nombre d'autres grandes villes. Le cœur des émeutes récentes se passait dans des moyennes villes, dont un certain nombre, moi je suis originaire de la province d'Ispahan, qui était aussi l'un de... Rahtarijan, je ne connais pas, enfin j'avais jamais entendu parler de Rahtarijan. Et pourtant, c'est là où les pastarans ont déployé leurs forces. Dans ces petites villes, les femmes ne sont pas encore au devant de la scène. Elles sont là, mais elles sont un peu davantage invisibles. Ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas là, mais elles ne sont pas comme à Téhéran, etc. Et donc, il ne faut pas oublier que le gros des bataillons des militants des droits des femmes, tout ça, sont à Téhéran. D'ailleurs, ça, c'est l'une des raisons pour lesquelles, malgré beaucoup d'années de lutte, elles ne sont pas encore parvenues à s'imposer au pouvoir. Donc voilà, la raison principale est que ça s'est passé dans les petites villes. Mais pourtant, il y a eu quand même 400
femmes, selon les chiffres que j'ai pu voir, en tout 400 femmes emprisonnées, mais il y a 3000 à 7000, entre 3000 et 7000 emprisonnements arrestations des manifestants, dont 400 femmes. Oui, une question. Pour vous, Javad, vous êtes aussi romancier, mais chef d'entreprise. Alors, la politique économique de Rouhani est essentiellement une politique néolibérale, on peut l'appeler comme ça, je crois, mais le système, lui, est complètement fermé, verrouillé, en grande partie étatisé, avec l'omniprésence de l'État, d'une part, des fondations, des gardiens de la Révolution, des militaires qui auraient à peu près environ un tiers de l'économie, tous ensemble. Comment peut-il justement appliquer une politique néolibérale dans un milieu économique aussi fermé? Est-ce qu'il n'est pas condamné d'avance à échouer? C'est condamné d'avance à échouer, évidemment. On ne peut pas aller dans un appel d'offres où la partie en face vient à armes en bandoulière. Ce n'est pas possible. Donc il emporte. On sait très bien que le mélange de religion, militaire et l'argent, ces trois-là qui sont liés aujourd'hui en Iran, fait un bloc de pouvoir absolument impénétrable pour le peuple. Mais je vais revenir sur... Parce que moi, je ne suis pas une spécialiste ni économique, ni sociale, etc. Moi, je suis au mieux un observateur, donc je regarde, et je regarde avec les yeux d'un Iranien de l'étranger, parce que je pense que nous aussi, on a le droit de dire ce qu'on pense aussi de cette société. Avec ce regard-là, je vais dire que ce qui m'a vraiment ému cette fois-ci, parce que les slogans, beaucoup de slogans n'étaient pas très hygiéniques. On va dire qu'on a attaqué le gouvernement islamique. Disons, par exemple, le Vaffanculo des Italiens était gentil par rapport à ce qu'on entendait dans les rues. C'était très, très dur. Très, très dur. Il y a une langue de la rue. Voilà, une langue de la rue qui était utilisée largement. Encore une fois, les chemises blanches de nord de Téhéran n'auraient pas utilisé. Donc vraiment, c'était des slogans très, très durs et qui attaquaient directement Khamenei. Le guide. Le guide Khamenei. Et en fait, ce qui se passe, et je pense qu'il ne faut pas passer à côté de ça, c'est le caractère anti-religieux. De ce mouvement. Il ne faut pas le passer à côté de ça. Parce que, plus qu'en 2009. Énormément. Ça n'a rien à voir. Anticlérical ou anti-religieux? Anti-religieux, anticlérical. C'est les deux en même temps. C'est-à-dire qu'on n'a pas entendu une fois le cri de guerre Allahu Akbar. On ne l'a pas entendu. Très peu. Très, très peu. On a entendu... À la différence de 2009. En 2009, et pendant à partir de la fin du régime de Shah, c'était un cri de guerre. Alors, à quoi c'était un cri de guerre. Donc, ça ne voulait pas dire grand, mais c'était vraiment... Bon, aujourd'hui, et dans ces mouvements, on n'a même pas entendu le nom de Mir Hossein. Ya Hossein, Mir Hossein, c'était vraiment aussi un slogan, un cri de guerre. En référence à Mir Hossein Mousavi, qui est toujours arrêté à son domicile, en prison à son domicile, il ne faut pas l'oublier. Donc, on n'a pas entendu. Pourquoi ? C'est important, cette question est très très importante. J'ai l'impression qu'il y a un réveil de la société iranienne et c'est sur ça qu'il faudra attirer l'attention, qui va au-delà des problèmes économiques qu'on rencontre, parce que je ne pense pas qu'il y a cette analyse par le peuple qui est descendu dans la rue de dire, bon, quand ils disent pourquoi la Syrie est plutôt l'Iran, quand il dit liberté, et donc indépendance et iranité, voilà, l'iranité. Donc ça c'est en opposition avec le discours officiel qui met l'islam avant l'Iran. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, je rencontre des Iraniens, même dans le milieu d'affaires, qui viennent ici, qui viennent ici vraiment, et je leur ai posé la question, je dis, vous êtes d'abord musulmans ou iraniens? Lequel en premier? Et unanimement, ils disent, on est d'abord iraniens. Donc ça veut dire que même ceux qui se réfèrent à cette pensée, et c'est la fin de cette pensée, et parce que ça a été trop dépensé. La monnaie religieuse de dogmatisme islamique a été trop dépensée, ça a perdu sa valeur. Mais ce qui a été attaqué, selon vous, c'est les piliers de la révolution islamique ou c'est les dérives, la corruption aussi des religieux dont on a appris effectivement les sommes colossales qui brassaient dans leur fondation? Mais je pense que
ça a été le point de départ, d'accord, mais on va voir où c'était amené. Très vite, quand on a retourné, donc on va dire, l'attaque contre les valeurs et le discours officiel du gouvernement islamique ou de pensée islamique que depuis 40 ans, presque 40 ans, gouverne ce pays. Donc ça veut dire que c'est cette fin-là qu'on est en train de vivre en quelque sorte et crier de cette manière-là dans la rue. Et il faut y apporter un peu d'attention. Je pense que ce qui se passe aujourd'hui en Iran est important. Donnez quand même juste... Kadouche, vous voulez? Je voulais ajouter par rapport à ce sujet de manifestation récent, il y a eu deux groupes qui sont sortis. Les gens qui ils sont contre l'élection, en total, ils n'ont presque jamais participé dans aucune élection, bien évidemment. Finalement, ils sont sortis. Mais aussi les gens qui y sont participés. Ils ont voté pour Rouhani, mais ils étaient déçus. Il ne faut pas oublier ça. C'est-à-dire, il y a une grande partie des gens qui, même, ils ont déclaré, par exemple, les gens qui avaient les voix, qu'on a le regret... désolé le peuple iranien qu'on a voté, on vous a invité de voter. Et ça, pour moi, c'était un signe très important, qu'il y a des gens qui viennent, parce que dans les réseaux sociaux, pour nous, c'est une tribune maintenant. Tu annonces, tu déclares officiellement que désolé le peuple, que je vous ai motivé de voter pour Rouhani. Et ça, pour moi, c'était très, très historique de voir ça, de lire ça. Et ça peut être vraiment une différence très radicale par rapport au mouvement de 2009. Non, je suis d'accord avec vous complètement qu'on ne peut pas vraiment chercher que dans les raisons économiques ou financières. La raison est beaucoup plus ancienne et beaucoup plus présente dans la société. Je voudrais juste ajouter, moi-même j'ai beaucoup insisté sur la question du nationalisme iranien, effectivement, et ce sentiment d'avoir de perte d'identité nationale chez beaucoup d'Iraniens, pauvres, riches, jeunes et Pourquoi moins jeunes. Perte d'identité, puisqu'après tout, l'Iran se projette partout. Oui, parce qu'après la révolution, il y a une islamisation, c'est-à-dire que c'est... l'islamisation au sens de l'islam politique, j'entends. Sinon, les Iraniens, quand même, sont musulmans depuis 14 siècles, dans leur grande majorité. C'est l'islam politique que les gens sont en train de dénoncer. Les gens qu'on a vus dans la rue, pour la première fois, à ma connaissance, l'ont fait haut et fort, à travers aussi les slogans. Par exemple, Jomhuriya Islami Nemikhaim Nemikhaim. Nous ne voulons pas la République islamique, nous voulons une République iranienne. Ce qui veut dire que les Iraniens sont républicains dans leur grande majorité, à la fois ceux qui étaient dans le mouvement vert et ceux qu'on a vu récemment issus notamment des classes populaires, mais ils sont contre la politisation de l'islam et l'instrumentalisation de l'islam à des fins politiques. Sinon, il y a peu de mois de ça, pendant le martyre d'Imam Hussein, le mois de Ashura, enfin le mois de Muharram, on a vu des centaines, voire des millions d'Iraniens qui ont commémoré quand même en tant que chiites, le martyr d'Imam Hussein. On peut voir des jeunes, des moins jeunes, des femmes issues des groupes sociaux aisés, moyennes, pauvres, qui participent à ces commémorations. Ça veut dire que les Iraniens restent quand même. Et je peux dire la même chose, grosso modo, pour les sunnites iraniens, notamment les Kurdes, notamment les Balouches, etc. C'est-à-dire que les Iraniens aspirent à un islam pour ceux et celles qui le sont. Tout le monde n'est pas croyant, bien évidemment, mais à un islam privé. Donc, on est face à une société largement laïcisée qui n'aspire absolument pas à l'islam politique, qui souhaite maintenant la séparation de religion et d'État, et c'est exactement ce qu'on a vu à travers les manifestations, etc., récentes. Mais en même temps, je pense que ce qu'on appelait la grandeur de l'Iran avant l'islam, eh bien, c'est aussi acclamé aujourd'hui. Pourquoi ? Parce qu'il faut maintenant voir dans quel état se trouvent les Iraniens, ce grand pays avec 7000 ans d'histoire, par rapport aux pays arabes du Golfe Persique, par rapport aux Émirats arabes unis, par rapport à Qatar, par rapport à l'Arabie saoudite. Et donc, les Iraniens n'acceptent pas ça. Et donc, se disent, c'est
à cause de ce régime que nous avons été réduits à un peuple qui n'est pas riche, à un peuple qui a énormément de problèmes et que le monde n'en veut pas. C'est ça, en fait, les sentiments qui ont effectivement toujours existé. Traverse, je dirais même, parce que moi, je me rappelle d'un une personne, un officiel iranien qui m'a confié que quand il voyage aux Émirats Arabes Unis, il pleure. Aux Émirats Arabes Unis, pourquoi il pleure? Parce qu'il y a 40 ans, les Émirats Arabes Unis n'existaient pas encore. C'était un désert. Et il me dit, je compare l'Iran actuel avec les Émirats Arabes Unis. À qui j'ai répondu, à qui la faute? C'est vous. Et voilà. Donc, vous voyez ce que je dis. À qui la faute? On va faire un peu maintenant le bilan des gagnants et des perdants. Est-ce que Rouhani sort renforcé de ces manifestations, de cette épreuve politique qu'elles ont constituée pour lui? Parce que finalement, il peut dire, regardez, je veux faire des réformes, les conservateurs s'y opposent, bilan, la rue conteste l'ensemble du régime, donc il peut quand même faire valoir cet argument. Et en même temps, nous avons les conservateurs qui vont s'appuyer sur ces manifestations pour leur dire, voyez, l'autorité est contestée, la politique de Rouhani est mauvaise, donc il faut le faire évoluer, voire le renverser. Donc, qui gagne à l'issue de ces 15 jours d'agitation? Écoutez, si vous me posez la question, personne. C'est pour la première fois, à mon sens, le régime de la République islamique a pris un coup très, très, très important. Pourquoi? Parce que les gens qui étaient dans la rue sont supposés être les piliers de ce régime. Leurs parents l'étaient. Les piliers de ce régime. Et donc, ce sont les classes populaires qui sont dans la rue. C'était une question de... voilà. Donc, le régime se voit largement dépouillé, entre guillemets, de ses bases populaires. Il savait très bien que les classes moyennes du mouvement vert ne seraient pas avec eux, ne le sont pas. Donc, ils ont pris peur, parce que les gens dans la rue n'ont rien à perdre. Mais le régime n'est pas menacé pour autant. Mais le régime n'est pas menacé pour autant. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu cette alliance de classe sociale, cette alliance idéologique, etc., qu'on a eue, par exemple, en 1979. En 2009, il n'y avait que les classes moyennes et aisées qui étaient dans la rue. Cette fois-ci, surtout des classes populaires qui étaient dans la rue, même si à la fin, il y avait aussi des étudiants, etc. Donc, on a besoin de cette alliance de classe sociale, de cette, disons, d'une idéologie qui serait acceptable par tous et toutes, etc., etc. Et ça, on n'en est pas encore là. Il ne faut pas oublier, on a parlé tout à l'heure de quand même la répression, de la censure, du fait que, heureusement que les réseaux sociaux existent, parce que la radio-télévision iranienne, tout ça, c'est officiel et c'est aux mains des conservateurs du régime, même pas des réformistes ou des gens du gouvernement. Alors, Rouhani aurait pu se renforcer auprès de la population si il avait continué sur sa position 2 jours après le début des manifestations. Il a fait une allocution en disant je comprends les questions légitimes que posent les manifestants. D'ailleurs, ce n'est pas que économique, c'est aussi politique et social. 2 jours après lui, le guide a fait une intervention en disant ces gens-là sont téléguidés par l'étranger, l'Arabie, les États-Unis, etc., et sont des traîtres. Et puis après, Rouhani s'est tu. Donc, quand vous dites qui a gagné, Rouhani n'a pas gagné auprès de la population. Mais peut-être dans les rivalités au sein du pouvoir, peut-être qu'il va pouvoir dire « laissez-moi faire mes réformes, sinon vous allez voir ce que vous allez voir ». Alors, j'ai remarqué que la fin de l'agitation a été annoncée par le chef des gardiens de la Révolution, voilà, pas par le ministère de l'Intérieur, pas par le président. J'allais y venir, parce que les gardiens de la Révolution ont fait leur entrée, c'est pour la première fois, parce qu'on ne les a pas vus en 2009, mais cette fois-ci, ils ont été déployés dans 3 provinces. C'est très important. Et c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire ils ont dit, on va siffler la fin match. Et il y a, à mon sens, aujourd'hui, une menace qui pèse, c'est-à-dire que si ça recommence, on va cette fois-ci intervenir dès le début. Et donc, c'est ça aussi qui fait que actuellement, quand on lit les différentes représentants de différentes factions au pouvoir,
c'est en discussion. Je ne pense pas qu'on puisse dire que Rouhani a gagné. Rouhani ne peut pas gagner tant que le spectre de Trump est là. Rouhani ne peut pas gagner si les investissements européens ne sont pas là. Rouhani ne peut pas gagner si les sanctions américaines ne sont pas levées. Comment voulez-vous qu'il gagne ? Kenouch, vous avez un avis différent. Il ne faut pas oublier que Rouhani fait partie du régime. Il ne faut pas séparer Rouhani et Khamenei. Rouhani est le président de l'État islamique d'Iran. Il ne faut pas oublier ça. Bon, à mon avis, le grand perdant, c'était Rouhani. Parce que à partir de maintenant, il ne peut pas tromper les gens avec les promesses. Parce que les gens, cette fois, ils ont passé par Rouhani. Ils n'ont pas écouté Rouhani. Et seulement les gens qui ont voté pour Rouhani, ils étaient dans la rue. Non, moi je suis, excusez-moi de vous avoir interrompu, mais je ne suis absolument pas sûre que c'était au départ les gens qui avaient voté pour Rouhani, parce que ce sont surtout les classes moyennes qui ont voté pour Rouhani dans des grandes villes ou petites villes, les classes moyennes plutôt instruites, etc. Et donc pas nécessairement les personnes issues des classes populaire. Donc, je ne suis pas sûre. J'ai témoignage des gens qui vivent là-bas. En fait. Non, mais je veux dire, on n'en sait rien pour le moment parce qu'on a besoin de faire des recherches pour vraiment comprendre si ces gens-là avaient voté ou non, si ce sont des déçus de Rouhani ou tout simplement les déçus de l'ensemble du régime. Vous voyez ce que je veux dire ? Ce n'est pas ma profession, mais oui, c'est ce que j'ai reçu comme témoignage. Et je crois absolument 100% à Athéna Faridani et Mazdak. C'est ce que j'ai obtenu, et moi aussi mon fils. Bon, malheureusement... Qui ne sont pas issus des classes populaires non plus. Donc, non, moi, je pense que... On va juste poser peut-être une question, parce que le débat touche à sa fin. C'est le bilan de la répression. Combien d'arrestations ? Combien de personnes tuées ? Combien de personnes disparues ? Là, les chiffres ne concordent pas tout à fait. Donc, avez-vous des estimations ? On parle de 25 morts annoncés de manière plus ou moins officielle par le gouvernement islamique. 3 personnes dans les prisons, apparemment. Oui, en plus de ça. Après, les chiffres exacts, personne ne l'a. Certainement, comme en 2009, il y en aura d'autres qui vont sortir de gauche en catimini. Donc, il y aura certainement d'autres morts. Il y avait la répression à la fin était sévère, ça il faut pas dire. Mais juste pour revenir un peu sur le même... Est-ce que je peux juste ajouter à ce que vous disiez en termes de chiffres, c'est important, parce que les estimations des personnes arrêtées, c'est entre 3 000 et 7 000. Oui. Alors même que si vous comparez le nombre des manifestants, cette fois-ci dans la rue, par rapport au mouvement vert, il y avait plusieurs millions dans la rue. Et 4 000 arrêtés, ici vous avez plusieurs milliers et vous avez jusqu'à 7 000 arrestations. Pour vous dire à quel point le régime a pris peur. Oui, on a parlé d'une répression modérée, elle n'a pas été si modérée que ça. Non, c'est modéré que ça. Voilà, ouais. Et peut-être... pardon. C'est très, très difficile de dire qui a gagné, qui a perdu dans cette affaire. En tout cas, le perdant, c'est le gouvernement islamique et les pensées religieuses en place. Mais il y a peut-être une petite prophétie à faire. Il n'y aura plus d'élections en Iran. Il n'y aura plus d'élections. Ce qu'on appelle ça, ce simulacre d'élections dans lesquelles on amène les gens dans la rue en leur promettant ceci, en leur promettant cela, etc. Et à chaque fois, Khamenei l'a versé à son dossier de sa légitimité en disant « Vous voyez bien, il y a des millions de gens qui votent, donc notre pouvoir a une légitimité. » Je pense que cette fois-ci, ils auront beaucoup de mal à le refaire, à jouer ce comédie. Ce jeu est terminé. Et là, cette fois-ci, au moins ça, c'est terminé. Et ça, c'est une grande victoire pour la société iranienne. Vous pensez que c'est une nouvelle ère qui peut s'ouvrir ou finalement, là, ce mouvement qui s'est essoufflé? J'ai envie d'y croire. D'accord. Le mouvement est-il terminé ou... À votre avis? Comment? Le mouvement est-il terminé? Non, les mouvements ne se terminent jamais. Je pense que, oui, si vous voulez, les gens, pour descendre dans la rue, vous voulez dire. Non, actuellement,
il n'y a plus personne, visiblement, qui descend dans la rue, ce qui ne veut pas dire que le mouvement est fini, ou les émeutes sont finies. Les gens attendent voir quelles sont les réponses à leurs revendications, qui ne sont pas seulement, on l'a dit, économiques. Ça ne sert à rien. On ne peut pas étouffer les gens seulement en baissant un petit peu le prix d'essence ou les œufs, parce que les revendications sont tellement à la fois économiques, sociales, politiques, idéologiques, etc., qu'il faut que ce régime puisse répondre à l'ensemble de ces revendications. À mon sens, le régime n'en sera pas capable, et donc il faut s'attendre à d'autres mouvements. Maintenant, est-ce qu'on peut avoir une alliance de groupes sociaux, de générations, etc., comme on en a vu en 79 ? C'est trop tôt pour le dire. Je pense que ça prendra du temps, mais effectivement, je pense que là, on va très probablement dans cette direction-là. Même s'il n'y a ni leader, ni parti, ni organisation derrière. C'est vraiment, on entre dans une nouvelle ère de mouvement social en Iran où effectivement on est face à ce qu'on appelle, à ce que mon collègue philosophe, qui d'ailleurs écrivait souvent pour Mediapart, Étienne Tassin, qu'on a perdu récemment, dit agir démocratique. Donc, on n'est plus, et il ne faut plus analyser le mouvement actuel en Iran avec les outils qu'on avait en 79, par exemple. Donc, aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est vraiment quelque chose de tout à fait inédit qui est en train de se passer en Iran. C'est pour ça que je dis, attendons, il faut vraiment, on n'a pas encore les outils nécessaires pour analyser tout ce qui se passe là-bas. Bon, on va terminer sur ce message un peu d'espoir. Merci à tous. Et donc, je vous donne rendez-vous pour la suite de notre live avec comme invité Benoît Hamon. Merci.